Bonsoir à tous. Bonsoir, Apostalena. Bonsoir. Bonsoir Naëm. Je suis très contente que vous soyez parmi nous parce que j'avais Pourquoi? adoré l'échange que vous aviez eu sur Collectif Ex-Muse et Merci. j'avais trouvé votre intervention très très pertinente. Donc merci d'être parmi nous déjà. Alors moi pour ma part j'ai apostasié malheureusement bien plus tard que Nawel. Donc l'islam m'a poursuivi même dans ma vie d'adulte puisque j'ai apostasié à l'âge de 27 ans en sachant que j'ai bientôt 33, donc voilà, ça fait déjà quelques années. Et quand je me suis retournée en fait sur mon parcours et ma vie de femme musulmane, parce qu'à différents moments de ma vie, j'étais soit une musulmane peu pratiquante, et à un moment de ma vie, j'ai basculé et j'ai été une musulmane quand même très pratiquante. J'ai même porté le djellab pendant presque un an. Et en fait, quand je fais le bilan de tout ça, moi j'ai un point qui revient malheureusement constamment dans ma vie, c'est l'omniprésence de la violence, notamment la violence à l'égard des femmes, hein, via par exemple la violence conjugale, des violences auxquelles j'ai assisté dès ma naissance, hein, clairement dès le départ en fait, mon père battait ma mère. Alors ça, c'est assez banal parce qu'on va dire, mais c'est pas spécifique à l'islam, ça existe dans plein d'autres communautés, et c'est vrai. Par contre, la particularité, c'est que moi, ma mère, quand elle voulait divorcer, ben, en fait, on avait le droit au passage de tout le quartier, donc plein de dames qui venaient jamais chez nous d'habitude, mais qui là, bizarrement, venaient prendre le café et expliquer à ma mère que, ben, en fait, il fallait pas qu'elle divorce, que les hommes, c'était comme ça, que des fois, ils s'énervaient un petit peu et que bah, c'était la vie d'une femme et qu'il fallait l'accepter. Donc, il y avait vraiment une banalisation de la violence, que ce soit voilà, vis-à-vis un mari avec sa femme ou même entre frères et sœurs. Moi, par exemple, si je peux rapidement raconter une anecdote, j'ai un petit frère qui a quelques années de moins que moi. Et une fois, on s'est disputé pour un truc banal, hein. C'est pas parce qu'il m'avait vu avec un garçon ou autre, hein. C'est vraiment un truc du style tu fais trop de bruit ou je sais pas trop quoi. Et en fait, il m'a mis un énorme coup de poing. Donc, j'ai vraiment eu un œil au beurre noir. Et en fait, moi, j'ai très, très mal pris parce que forcément, vu les violences auxquelles j'avais assisté, bah, je me suis dit que c'était inacceptable. Et donc, j'ai voulu déposer plainte. Et donc, j'ai fait établir un certificat médical. Je suis allée déposer plainte. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que toute ma famille s'est retournée contre moi. C'est-à-dire qu'en fait, je suis devenue la méchante qui va dénoncer son frère à la police. On m'a dit que j'en faisais des caisses, que c'était rien, que c'était normal, qu'en fait, chez nous, ça existait, qu'il y avait des frères qui frappaient leur sœur. Alors, j'insiste sur le fait que c'est mon petit frère, hein, c'est pas mon grand frère, mais quand bien même, ça change pas grand-chose. Mais voilà, en tout cas, si je dois faire le bilan de toutes ces années dans ma vie de femme musulmane, c'est vraiment cette omniprésence de la violence qui est banalisée. Alors, je dis pas que c'est chez tout le monde, attention, je dis pas que c'est dans toutes les familles musulmanes, bien sûr, il ne s'agit pas de généraliser, mais malheureusement, c'est quelque chose qui, en tout cas, moi, dans ma vie, a été très présent. Donc voilà, je voulais juste faire un petit focus là-dessus. Et ça me permet justement de souligner une idée à laquelle j'avais réfléchi avant ce space, sur l'espèce d'omerta qui règne, qui doit régner quand les violences sont commises. Alors, ils appellent ça des violences intracommunautaires. On pourra parler des coloniaux, indigénistos, transsexuels, ce que vous voulez, qui mettent en avant cette notion-là pour dire que il faudrait pas en rajouter au fardeau d'être racisé, d'être en plus emmené à la police. Donc l'omerta quand il y a des violences contre les enfants, des violences contre tous les vulnérables. Alors les enfants, par extension les homosexuels, les pas assez virils, les femmes. Il faudrait garder ça en famille. Et ça, je dois souligner que même si beaucoup dans la communauté des apostats, on a apostasié de l'islam, il y a des réflexes et même des valeurs patriarcales qui sont à l'origine des comportements qu'on dit là, qui ont quand même la dent très, 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 très dure. C'est-à-dire que même si on a apostasié, quand même, on n'appelle pas la police. Si ton mari te tape, tu n'appelles pas la police quand même. C'est la famille. Hein, il y a Mm. cet argument-là de c'est la famille.
Ça, c'est très grave. Je sais que Nawel aussi, dans son parcours, a eu affaire à des maltraitances sur elle, sur sa fratrie. Et bah, le signalement aurait abouti à ce vous savez quoi, puisqu'il s'agissait de mineurs, et que, ben voilà, il faut taire, c'est l'omerta, sinon on a livré en pâture sa famille, sa communauté aux méchants cofards, aux blancs, ou je ne sais pas quoi, tout ce qu'on peut imaginer. Ça, c'est très très compliqué. Parce que ça veut dire que c'est déjà compliqué pour des victimes de se faire entendre en temps normal ou standard, j'ai envie de dire. C'est encore plus compliqué, comme d'habitude, si vous êtes ex-musulman, ex-musulmane, d'avoir recours à ce qu'un état de droit peut mettre à votre disposition pour garder votre dignité et votre sécurité. Voilà. Donc, ça me... Je sais Alors, pas si... Oui. pardon. Oui, le témoignage était très intéressant et de rebondir sur le fait que ça ne concerne pas que les musulmans, parce que là, en fait, comment dire, l'islam en tant que religion n'est pas directement concerné. Ça traverse, c'est en diagonale, mais le patriarcat n'a pas été créé par l'islam. Donc Oui. le fait qu'un frère batte sa sœur, c'est pas quelque chose qui est religieux ni coranique ni quoi que ce soit, hein. Battre sa sœur, ça n'a rien à voir avec la religion. Par contre, c'est vrai que c'est un fonctionnement qui est clanique, qui est communautaire, qui est patriarcal. C'est le patriarcat qui est oriental, mais c'est une violence patriarcale qui existe aussi dans les autres cultures. Et c'est vrai que la religion vient rajouter, puisqu'on l'instrumentalise aussi hein, pour justifier l'oppression des femmes, parfois l'islam comme les autres religions, peut-être l'islam un peu plus d'ailleurs, est très patriarcal, mais en plus on rajoute des choses qui ne sont même pas dans l'islam pour justifier encore plus l'oppression des femmes, et notamment le fait qu'un frère puisse battre sa sœur. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont de culture musulmane, qui sont croyants mais qui ne pratiquent pas, et qui sont ultra patriarcaux, qui tiennent des discours de macho primaires. Et il y a des gens qui sont de culture musulmane mais qui sont athées, ou qui sont des ex-musulmans, ou des chrétiens, ou des athées de culture chrétienne, et qui tiennent les mêmes discours et qui peuvent, comment dire, au sein de la famille, agresser les filles. Mais c'est vrai que en plus, avec les intégristes, la première partie du témoignage du fait aussi, je crois que c'était Nawel qui disait que maman m'éduquait à cacher mes formes, etc. Tout ça, et là, du coup, c'est l'interprétation religieuse. Là, du coup, c'est la religion. Et donc, tout ça, ça cultive cette idée que la femme est inférieure à l'homme et que la femme doit obéissance. Le vêtement est là pour marquer aussi l'infériorité, mais aussi dans l'attitude. Et c'est vrai que la différence entre un homme et une femme apostat, c'est que déjà, moi je suis un ex-musulman, ce que vous avez décrit tout à l'heure, on l'a tous vécu. En tant qu'homme, j'ai vécu des choses assez difficiles, j'en parle dans mon bouquin, sur le fait d'être ex-musulman. Mais alors, quand on est une femme, c'est encore pire. Parce que il y a le poids de la réputation, le poids du patriarcat qui pèse sur les épaules et sur la tête des femmes. Voilà. Et ça, les féministes intersectionnelles, une partie de la gauche, enfin de la société en général d'ailleurs, n'arrivent pas à comprendre ça. Et c'est pour ça que c'est super important vos témoignages ce soir. Merci à toi, Naëm. Je voulais juste préciser deux choses. La première, Muse, si tu peux bouger ton micro, faire quelque chose, ça sera peut-être meilleur parce que tout à l'heure ça marchait mieux. On entend un bruit de fond. Et sinon, il y a pas mal de demandes. Ne vous inquiétez pas, on fera monter tout le monde. On commence par les invités, puis après, bien sûr, tout le monde pourra parler. Voilà, c'était juste ça à préciser. Euh, Euh, oui, évidemment, juste, pardon, ML, je t'ai coupé, excuse-moi. non, non, Vas-y. non, 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 pas du tout. Pas du tout, à toi. Euh, oui, 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 évidemment, le patriarcat, tout à fait, Naëm, c'est pas l'islam qui l'a inventé. Et aujourd'hui, ça a bon dos aussi, la religion et les commandements divins pour continuer de le pratiquer. Quand on est une femme aliénée à soi-même, comme toute idéologie totalitaire, c'est bien le faire. Et aussi dans le prolongement du voile, on porte à mon attention là dans certains commentaires que la virginité, pourquoi cette importance? Bah, la virginité, parce qu'elle porte sur ses épaules, euh, la femme porte sur ses épaules l'honneur de sa communauté, de sa famille, de sa tribu, et c'est vers ça en fait que ça converge. Donc même si ça paraît vraiment évident ce que je suis en train de vous dire, c'est important que le mot soit dit
parce que c'est quand même pour ça que les mariages précoces se multiplient, parce que chez les nouveaux prédicateurs, ben, il y a ces encouragements pour pouvoir avoir des relations sexuelles halal, shar'i, comme ils disent, donc qui ont été validées par la religion. Il vaut mieux se marier tôt. Hein, quand même, donc vous avez de plus en plus, hein, moi j'entends parler d'histoires de jeunes gens, mais vraiment très jeunes, hein, qui ont pas commencé des études ou dont la nana, j'ai dit nana, il faut pas, la fille va même pas penser à faire des études parce qu'elle a déjà intégré qu'elle n'avait pas besoin de travailler, voire que ça serait un problème qu'elle travaille, puisque les prédicateurs 2.0 sont très 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 à fond sur ces notions-là ces derniers mois, en fait, avec des titres comme que va-t-il se passer si votre femme travaille, que va-t-il se passer si votre femme doit sortir, et vous avez des très jeunes prédicateurs qui face caméra, hein, qui vous regardent dans le blanc des yeux et qui vous expliquent que c'est un grand danger que votre femme travaille. On en est là, et je ne parle pas du tiers-monde, je parle de la France. Donc il y a cette notion qui reste centrale de la virginité et donc du contrôle du corps des femmes qui est essentiel et qui peut donc déterminer le parcours et autoriser des maltraitances, en fait. Parce que, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais ça me traverse l'esprit, je vous en parle tout de suite, des femmes qui ont dû subir des ruqyas, donc des exorcismes, parce que elles commençaient à être mariables ou qu'elles montraient certains signes de rébellion, ou en tout cas de non-conformité totale, on va dire, aux attentes. Donc les Roqya, on a des témoignages donc tous les jours, hein, ce sont des choses qui arrivent. Et puis ça peut être très traumatisant, mais au-delà de la superstition, c'est loin d'être une promenade de subir une Roqya. Et puis il y a cette menace qui pèse sur les femmes dont les parents sont d'origine étrangère, en tout cas au Maghreb ou en Afrique de l'Ouest, du redressement au pays. Donc, la menace d'être emmené au pays, c'est arrivé à des personnes qui sont membres de notre communauté, qu'on les piège, qu'on les emmène là-bas, qu'on détruise leurs papiers, qu'on veuille les marier de force. C'est-à-dire que cette notion de mariage forcé et de camp de redressement qu'on irait faire subir ailleurs, elle est toujours d'actualité et très taboue. Je pense qu'on n'en parle pas beaucoup, mais c'est une réelle peur et pas illusoire. C'est une réelle peur parce que le risque existe vraiment et la pression a l'air de s'accélérer en fait parce que vous êtes au courant de quand même du terrain qui est grignoté tous les jours par cette idéologie et qui est autorisé, voire validé par cette nouvelle tendance. Alors je ne sais plus comment les nommer, transsectionnelle, tout ça, qui parle de spécificité culturelle et qui vont jusqu'à banaliser ou minimiser des choses qui avant auraient été dénoncées au sein du planning familial par rapport à ces situations-là des femmes, par rapport aux mutilations génitales féminines, qui seraient en augmentation. Alors j'ai regardé les chiffres tout à l'heure, on estime à 60 000 les femmes mutilées génitalement en France chaque année. En Belgique, ils s'attendent à... Il y a une estimation. Cette année, on s'attend à ce qu'il y en ait 12 000 en Belgique et ce chiffre serait en augmentation. Alors, je ne suis pas allée assez loin, mais étant donné que quand on suit et qu'on prend la température de ce que disent les prédicateurs islamistes dans les réseaux sociaux, ils sont beaucoup, beaucoup sur la banalisation ou la normalisation alors du mariage des fillettes, des mutilations, alors pas tous parce que ça reste assez marginal, mais il y en a quand même qui vont le défendre. Euh, euh, C'est-à-dire que on n'en est plus. Il y a quelques mois, c'était sur la polygamie, par exemple. J'ai l'impression qu'on passe à un autre degré. Et je vous dis ça en gardant un œil sur ce qui se passe dans le monde anglo-saxon. C'est des thèmes qui sont un peu à la mode en ce moment, le mariage des mineurs, des filles mineures. Donc voilà les peurs. On a un membre de notre communauté tout à l'heure dont la sœur qui est adolescente a été surprise à discuter sur son téléphone. On a fouillé son téléphone, on a vu qu'elle discutait avec un garçon
ou des garçons en tout cas. Donc la peur de notre ami, la membre du serveur, c'est que sa sœur ado et mineure se retrouve emmenée au pays. Parce que là, ça veut dire que si elle commence à fréquenter des garçons, sa virginité va être en jeu. Et puis, il faudrait pas qu'elle aille avec un non-arabo-musulman, ou je sais pas, je sais jamais ce qu'il faut dire par rapport à ça. Voilà ce que c'est le quotidien, quand même, hein. C'est la réalité. Voilà. Juste avant de donner la parole à Flamesh, je voulais juste réagir sur ce que vous disiez sur le patriarcat et sur surtout le témoignage d'Aposta Lena, le fait que son frère avait autorité sur elle de la frapper. Effectivement, dans les textes islamiques, on ne va pas trouver peut-être un texte clair ou un hadith sahih ou quelque chose dans la tradition islamique qui donne l'autorisation à un frère de frapper sa sœur. Mais globalement, on trouve ce déséquilibre dans cette autorité-là et un déséquilibre de considération entre l'homme et la femme. Ça, on ne peut pas le nier, tout le monde le sait. Et tous ceux qui sont passés par la lecture et par ce parcours d'apostasie le connaissent très très bien. Et au-delà de ça, au-delà de l'autorité à un frère, il y a un truc que j'avais remarqué, moi, c'est une carte blanche, une autorité qui est distribuée pas qu'aux frères, mais à tous les hommes qui entourent la famille, c'est-à-dire l'oncle, le cousin, tout le monde a autorité sur les femmes de la famille. Ça peut être même l'ami du père. Et ça génère aussi, ça crée un environnement, un contexte favorable pour tout type de pervers qui abusent de cette situation-là, vis-à-vis des femmes et vis-à-vis des petits garçons aussi. Et on le sait très bien, d'après les études et les statistiques, que les actes de pédophilie, d'abus sexuels sur mineurs se passent souvent dans le cercle familial. Et ben, cette religion-là, cette culture, étend largement ce contexte, elle l'élargit et donne encore plus de champ d'action à ce type de pervers. Que j'ai remarqué moi dans mon cercle privé et qu'on peut remarquer dans les témoignages récurrents des ex-musulmans qui viennent nous raconter ce qu'ils ont subi, et même des ex-religieux. On a dernièrement une ex-juive qui parle aussi des mêmes comportements. Donc clairement, c'est une carte blanche qui est distribuée aux hommes autour des filles et des petits garçons pour que des hommes l'utilisent comme bon leur sont. Il n'y a pas que frapper le frère qui frappe, hein. Il y a ça aussi qui peut être même pire. Et beaucoup l'ont subi. Je voulais juste ajouter ça et donner la parole à Flamesh, je crois. Merci, Amel. Flamèche. Ah, bonsoir tout le monde. Je savais pas qu'il fallait que je me démute moi-même. Désolée. Bon, bah, bonsoir bah, toutes les personnes présentes. Bonsoir Naëm. Bonsoir à toi. Bonsoir. Et donc, ouais, je voulais revenir sur ce que tu disais, Shihas, à propos de cette menace du retour au pays. Parce que moi, je fais partie d'une génération qui a grandi j'étais enfant dans les années 80, adolescente dans les années 90. Et cette peur du retour au pays, en fait, elle était ultra présente pour les femmes de ma génération. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un été où on revenait de vacances, où il n'y avait pas une copine, une fille du quartier qui n'était pas revenue, qui était restée en Algérie, au Maroc, en Tunisie, parce que mauvais comportement, un peu trop libre, on l'avait mariée. Et donc c'était une menace qu'on nous faisait peser. Moi je sais que c'est une menace que ma mère elle agitait et que ma mère a fait a mis à exécution avec une de mes sœurs aînées. Et ma sœur, ça l'a traumatisée. C'est très très mauvaise expérience. Elles sont restées en froid une fois que ma sœur est rentrée en France, mais elles sont restées en froid pendant des années. Ma mère et ma sœur. Et moi, je pensais que c'était quelque chose qui avait disparu, que c'était quelque chose qui était propre à ma génération, à moi, et que c'était quelque chose qui n'existait plus, parce qu'on était quand même... moi, mes parents sont nés en Algérie, et moi, j'ai grandi en France, et je me disais que la génération qui suivait et celle d'après, elles connaîtraient pas ça.
Et sur le serveur Discord, bah, on en rencontre, on écoute des filles à qui c'est arrivé. Et il y en a notamment une qui a témoigné. Le témoignage, il est toujours audible sur la chaîne de Soleil Apostasie. C'est celui d'Isis qui a été renvoyé, mais enfin, dans des conditions absolument déplorables en Tunisie, juste parce qu'elle était apostate, juste parce qu'elle ne croyait plus. Et c'est la violence de ce qu'elle a subi de la part de sa mère, de son père, et le déni dans lequel, comment ils ont lié la situation, c'est juste atroce. Et je sais qu'il y a d'autres jeunes femmes qui vivent ça, qui ont aussi cette crainte-là. Moi, tu parlais tout à l'heure de notre amie sur Discord qui craint pour sa petite sœur. S'il a des craintes, c'est que la menace, elle a sans doute déjà été émise dans sa famille. Euh, et, euh, et donc, voilà. Après, tu parlais également des marottes des prédicateurs, parce que voilà, ils ont comme ça, il y a des modes. Après, ils ont chacun leur spécialité un peu. La Darabouanas dont parlait tout à l'heure, Naim Bestanji, il est très en dessous de la ceinture. Hein. Lui, c'est la fornication, c'est quand même son obsession. Et eux, lui, donc il y a un moment où ils encourageaient au mariage précoce, des garçons et des filles. Et il faut savoir que dans les communautés issues de l'immigration, notamment des pays arabo-musulmans ou africano-musulmans, je ne sais pas comment les appeler, les filles réussissent mieux dans leurs études que les garçons. C'est un fait, voilà. Les filles vont plus loin, sont meilleures élèves, vont faire des études plus longues, plus brillantes, et comme elles vont devoir se marier dans leur communauté, très souvent elles se retrouvent mariées. Alors je ne sais pas par mépris de classe, c'est ce que je vais dire, mais avec des garçons, des hommes, moins intelligents, non, moins diplômés qu'elles. Et là, qu'est-ce qu'on fait en faisant ça? On verrouille leur avenir à ces filles-là. On les marie jeunes, elles vont être mères jeunes, elles vont arrêter leurs études. Et en fait, on est en train d'essayer de produire une génération de femmes qui vont être dépendantes. En faisant ça, je ne sais pas si elles se rendent compte. Moi, s'il y a des jeunes musulmanes qui m'écoutent, qui veulent se marier pour des raisons X ou Y, sans doute par amour, hein, je ne mets pas du tout ça je ne l'exclus pas du tout, loin de là, mais réfléchissez-y. Réfléchissez à ce que vous allez devoir sacrifier pour juste vous marier. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Je laisse la parole aux autres.